La hi-fi est souvent qualifiée de loisir élitiste. J'ai beau déplorer cette perception que beaucoup en ont et me persuader que ce n'est pas le cas, pourtant, il faut bien le reconnaître, beaucoup de matériels sont clairement inaccessibles. Et ce n'est pas notre visite du salon de Munich l'année dernière qui m'a détrompé. Pourtant, j'ai quand même envie de poser la question. La hi-fi est-elle vraiment réservée à une élite ? Spoiler alerte, non, elle ne l'est pas. Je viens de parler de loisirs élitistes, mais il y a un autre terme qui revient souvent auquel je voudrais tordre le cou, c'est puriste. Autant vous le dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le seul prérequis pour s'intéresser à la hi-fi, c'est d'aimer la musique. Moi, personnellement, je n'écoute ni des mesures, ni des spécifications, mais de la musique. Refermons cette parenthèse et revenons-en à notre sujet, pourquoi la hi-fi semble-t-elle coûter si cher ? Le tout premier élément de réponse, c'est qu'on peut constater que s'est mis en place un cercle vicieux qui, je trouve, est extrêmement dommageable pour les amateurs de musique que nous sommes. Moins il y a d'acheteurs de matériel, plus les constructeurs augmentent les prix, plus les prix augmentent, moins il y a d'acheteurs. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous livrer mon analyse de cette situation, de comment elle s'est mise en place, et surtout, je vous expliquerai pourquoi je pense qu'elle n'est d'ores et déjà plus vraie. Alors restez bien jusqu'à la conclusion si vous voulez savoir pourquoi je pense que la hi-fi, ce n'est pas aussi cher qu'il n'y paraît. Commençons notre analyse par un petit voyage dans le temps. L'âge d'or de la hi-fi, c'est sans conteste les années 60-70. D'ailleurs, il y a de nombreux nostalgiques, certains n'ayant même pas connu cette époque, qui collectionnent et ne jurent que par le matériel dit vintage, datant plus généralement d'avant 2000. Soit dit en passant, je dois avouer que j'ai moi-même une petite collection de tels appareils. Mais pourquoi les décennies 60 et 70 ont-elles vu exploser le marché de la hi-fi ? Il y a sans doute beaucoup de facteurs qui expliquent cet état de fait. Par souci de concision, j'ai choisi d'en retenir deux qui me semblent être les plus importants. Premièrement, l'arrivée de la stéréo au début des années 60 a constitué une grosse rupture technologique qui a engendré une forte demande de renouvellement des matériels pour profiter de la nouvelle expérience d'écoute qu'offrait la stéréo par rapport à la mono. Deuxièmement, la démocratisation des instruments de musique et des matériels de production a permis l'éclosion d'une multitude de groupes et artistes qui, en plus, accompagnaient des mouvements culturels et parfois même politiques, renforçant un marché du disque déjà en plein essor. Il fallait donc bien du matériel pour les écouter. Mais l'aventure de la hi-fi vintage ne s'arrête pas là. Continuons notre voyage temporel pour arriver aux années 80, période durant laquelle le marché de la hi-fi a continué de prospérer et même de se développer. Une nouvelle fois, grâce à une rupture technologique, vous le voyez venir, évidemment, je veux parler du CD. Une fois encore, de nombreux foyers ont investi pour compléter leur équipement hi-fi et profiter de ce nouveau média. Et s'il a été décrié par certains, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le CD a malgré tout massivement été adopté par le public, boostant à la fois les marchés du matériel hi-fi et du disque. Poursuivons notre voyage et nous voilà dans les années 90. Une fois de plus, c'est une rupture technologique qui a relancé le marché de l'audio personnel. Notez que je ne parle pas de hi-fi cette fois, et vous allez vite comprendre. Dans les années 90, c'est l'arrivée du multicanal, ou home cinéma, qui a bouleversé le marché. Les consommateurs ont été nombreux à se dire que 5.1 canaux, c'était mieux que 2. Je dois à ce stade d'ailleurs rappeler que dès les années 70 existaient des systèmes quadriphoniques, à 4 canaux donc, et qui avaient fait un four commercialement parlant. Bref, nos consommateurs, donc vous, moi, nous sommes laissés un peu bernés par cette nouvelle technologie, qui pourtant, comme son nom l'indique, je le rappelle, le home cinéma, n'était pas pensé pour la musique, principalement. Malgré ça, nombreux sont ceux qui ont troqué leur système stéréo contre un multicanal et l'ont bien regretté, du moins lorsqu'ils écoutaient de la musique. Et ce point est selon moi l'un des plus importants pour expliquer la montée des prix de la hi-fi. Parmi les constructeurs qui se sont engouffrés dans le home cinéma, on retrouve à peu près tous les japonais, comme Pioneer, Akai, Aiwa, Technics, Sony, Yamaha, etc., etc. Ils sont en fait innombrables, ces constructeurs qui offraient de belles solutions stéréo abordables et qui ont cessé de les développer au profit du home cinéma. Résultat, bien peu de ces constructeurs sont revenus à la hi-fi une fois le boom du home cinéma passé. Parce que oui, les barres de son ont fini par tuer en grande partie ce marché-là aussi,
Mais ça, c'est un autre sujet. C'est donc ainsi que l'offre stéréo d'entrée de gamme a commencé à disparaître. À la problématique de la réduction de l'offre, notamment de la part des constructeurs axés sur les produits les plus abordables, donc, comme on vient de le voir, est survenu un autre phénomène à la fin des années 90 et surtout dans les années 2000. L'offre de loisirs a littéralement explosé. Rappelez-vous, dans les années 70-80, quand vous aviez acheté une voiture, une télé, une chaîne stéréo et éventuellement un appareil photo, ok, je caricature un peu, mais vous n'aviez plus grand-chose dans quoi dépenser votre argent. En tout cas pour vos loisirs. Pas ou peu d'ordinateurs, de consoles de jeux, de smartphones, de tablettes, de drones, etc. Même les voyages étaient bien moins accessibles. En résumé, à l'époque, les foyers consacraient des budgets bien plus importants à leur matériel hi-fi qu'aujourd'hui, et donc les constructeurs vendaient beaucoup plus d'unités de leur matériel, les rentabilisaient bien plus, et n'avaient pas besoin de les vendre à des prix élevés. À partir des années 2000, la concurrence en termes de loisirs a fait chuter le marché de la hi-fi, et les prix ont commencé à gonfler pour compenser cette chute, et maintenir tant soit peu de rentabilité à ces produits, devenus petit à petit marginaux. Sans compter, par exemple, la concurrence des enceintes Bluetooth et autres écouteurs sans fil, qui ont séduit beaucoup d'amateurs de musique pour leur compacité et leur côté pratique par rapport à une chaîne traditionnelle, jugée alors encombrante et, disons-le, ringarde. Ajoutez encore à cela ce que l'on appellera la contraction du temps disponible pour écouter de la musique, avec notamment la multiplication des chaînes de télé, comme les offres satellites dans un premier temps, puis le déploiement de la TNT, et enfin les plateformes en ligne, tant de VOD comme Netflix, Prime Video, mais aussi YouTube. La preuve en est que vous êtes en ce moment même en train de regarder YouTube au lieu d'écouter de la musique. Voilà qui est bel et bien QFD. Si vous avez la ref pour cette dernière expression, jetez-vous dans les commentaires, je ne manquerai pas de vous féliciter chaleureusement. Bref, difficile pour le marché de la hi-fi de résister face au déferlement des loisirs concurrents apparus ces 2 dernières décennies notamment. Et notez au passage la petite ironie du sort. Je vous disais précédemment que l'arrivée de la stéréo avait été une petite révolution du point de vue de l'expérience d'écoute. Et je vous ai aussi dit que pour certains, les enceintes Bluetooth avaient mis au placard les bonnes vieilles chaînes hi-fi, alors que ces enceintes Bluetooth sont dans leur immense majorité mono. Quelle curieuse régression, n'est-ce pas ? Bon, il y a maintenant ce point plus délicat qu'il faut aborder, et regarder les choses en face. Si beaucoup de matériel ont continué de faire des progrès en termes de performance, ces progrès n'ont pas forcément été significatifs pendant pas mal de temps. On peut souligner d'ailleurs des tentatives d'innovation destinées à relancer le marché, qui n'ont, c'est le moins qu'on puisse dire, pas très bien fonctionné. Comme les supports SACD ou DVD audio, et avant eux, le mini-disque ou le DCC. Sans discuter de l'intérêt propre de ces supports, force est de constater qu'ils n'ont pas convaincu grand monde, et que leur objectif n'a pas été atteint. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien d'entre vous, si toutefois vous les avez connus, se sont intéressés à ces supports et ont investi dans le matériel pour les exploiter. Avec une question bonus pour ceux qui vont me répondre par la positive, les utilisez-vous encore ? Sachant, je le rappelle, qu'à part quelques rares SACD, plus aucun d'entre eux n'est commercialisé. Alors, bien sûr, on ne peut ignorer la dernière innovation majeure qui, elle, a très bien fonctionné, à savoir le streaming. Mais ça ne fait pas avancer nos affaires, puisque la lecture de musique en réseau n'est pas une chasse gardée de la hi-fi, bien au contraire. Étant disponible aussi bien sur de simples smartphones, des enceintes connectées, des barres de son, etc., cette avancée n'a pas tant servi le marché de la hi-fi traditionnel. À défaut donc d'avoir trouvé la recette pour redonner goût à la hi-fi, disons, plus authentique, beaucoup de constructeurs ont malheureusement fait le choix de la course à l'échalote en proposant des produits toujours plus spectaculaires, dotés de finitions magnifiques, mais sans forcément en augmenter les performances, contrairement à leur prix. Attention, ça ne veut cependant pas dire que tout produit cher l'est excessivement. Jusqu'à un certain niveau, oui, monter en gamme a du sens du point de vue des performances, de la construction, de l'esthétique même, et surtout de l'expérience et de l'émotion que l'on ressent à l'écoute. Mais arrive un point de bascule pour moi à partir duquel ce n'est plus du matériel hi-fi que l'on achète, mais des objets de luxe, dont le prix est décorrélé non seulement des performances, mais surtout du coût de revient, ce qui est ma définition du luxe. Des produits vendus très cher à des prix sans rapport avec leurs fonctions fondamentales. Et le problème, c'est que c'est pourtant cette hi-fi-là qui saute aux yeux dans les boutiques, sur les salons, dans la presse, etc. et qui donne l'impression que la hi-fi, ce n'est
que ça. Alors qu'en réalité, l'offre est bien plus diverse et accessible que ces matériels ne le laissent penser à beaucoup d'entre vous, et c'est ce que nous allons voir en conclusion. Nous avons donc évoqué les principaux facteurs qui ont conduit l'industrie de l'hi-fi à proposer des produits toujours plus chers et toujours plus luxueux. Mais ces produits sont en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt, car non, l'offre ne se résume pas aux produits de luxe, loin s'en faut. Ces dernières années, nous avons enfin vu de véritables avancées technologiques qui ont permis l'apparition sur le marché de solutions bien moins coûteuses, mais susceptibles de procurer aussi beaucoup de plaisir à l'écoute. Bien sûr, je pense aux amplis en classe D, voire certains FDA même, comme le plus emblématique d'entre eux sans doute, le Wimamp. On parle là d'un ampli connecté très capable, doté de nombreuses fonctionnalités, et qui pour 369 € permet de se faire un premier système très abordable, qui fait redécouvrir avec bonheur la stéréo à beaucoup de clients qui avaient fait le choix d'enceintes Bluetooth, par exemple, voire de barres de son tellement inadaptées à l'écoute de musique. De la même façon, Technics parvient à proposer un ampli tout en un, le SAC600, incluant un lecteur réseau, un DAC, une entrée phono et même un lecteur CD pour 999 €, et qui sonne de manière tout à fait irréprochable. Alors bien sûr, certains trouveront ça encore cher, parce que le point de bascule dont je parlais tout à l'heure, il est propre à chacun finalement, en fonction de ses attentes et de ses moyens bien sûr. Mais dans l'absolu, ça reste très raisonnable, compte tenu des performances et comparé à ce qu'il aurait été possible de faire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années seulement, pour le même budget. Et ce ne sont là que 2 exemples parmi des dizaines. Je pourrais aussi vous citer de nombreuses enceintes à quelques centaines d'euros la paire, qui permettent, lorsqu'elles sont bien mises en œuvre, de constituer un système parfaitement satisfaisant. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'il existe des matériels à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, que les produits à des prix plus réalistes sont des jouets, ou ne sont pas dignes d'intérêt. Bien au contraire. C'est même un challenge tellement plus intéressant de faire sonner un système dans un budget raisonnable que systématiquement faire sauter la banque pour y parvenir. Moralité, la bonne nouvelle, et on va conclure sur cette note positive, c'est que pour se faire plaisir avec un beau système, il n'est pas nécessaire que celui-ci coûte le prix d'un yacht. Il existe énormément de solutions, à tous les budgets, et chacune est susceptible de donner de l'émotion à l'écoute, et ça, c'est ce qui doit rester le plus important. La hi-fi, en fin de compte, c'est fait pour écouter de la musique, ce n'est ni de la décoration, ni un marqueur social, en tout cas, c'est mon avis, et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Avant de vous quitter, je veux vous annoncer que pour démontrer la réalité de ces propos, nous allons organiser prochainement, à la Belle Écoute, des portes ouvertes dédiées à ces matériels payables, pour vous donner l'occasion, par l'écoute justement, de constater combien ils sont capables de vous offrir de superbes expériences musicales. Restez connectés pour connaître les dates de cet événement à venir. Il me reste enfin à vous inviter à partager votre propre avis sur la question en commentaire et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures en hi-fi.